c'est mon histoire de citoyen libanais aussi, parce que j'ai un passeport aussi libanais, et passeport français, je suis né en France. Mon propos, il est de dire comment survivre et comment on continue à pratiquer un tant soit peu le bonheur et la vie dans des conditions qui sont organisées pour l'éteindre, cette vie. Puis moi, je viens d'une famille très politisée au Liban, où mon père était engagé, mon grand-père était engagé, mes grands-mères aussi engagées dans ce combat de reconnaissance et de libération, de reconnaissance du génocide arménien et de vouloir récupérer un jour les terres prises par les Turcs. Donc ça donne aussi des héros, des héroïnes qui ont leurs histoires, leurs mythes, et on a nos mythes qui sont nos contemporains et qui sont toujours reliés. La chaîne des héros et des héroïnes ne s'est jamais rompue depuis ce qu'on connaît, depuis l'histoire qu'on nous raconte, quoi. Donc ça, ce sont parce qu'on fait la révolution avec les vivants, mais aussi avec les morts, avec le fantôme des morts. Et c'est pas quelque chose de macabre. Et c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui dans la politique française comment les mythes, le lien des mythes fondateurs s'est rompu, quand vous savez que comment parlait Mendès France, ou comment parlait Malraux, ou comment parlait De Gaulle, ou comment parlait même Pompidou, et aujourd'hui quand vous entendez parler nos politiques, vous voyez qu'il y a un truc qui s'est rompu. Qui s'est rompu dans la parole, donc dans la pensée, de la pensée, donc de la vision du monde qu'on voudrait faire meilleur pour les siens et pour ceux qui nous entourent aussi, en dehors de nos frontières. En tant qu'artiste, je pense pour moi, il est important de me libérer du joug du réalisme et de repasser par l'imaginaire des gens, notamment des créatrices et des créateurs, et aussi des spectatrices et des spectateurs. C'est-à-dire qu'il faut se libérer des images qui sont devenues maintenant presque les parodies d'elles-mêmes, quoi. Donc redonner, par exemple, quand on vous dit la question bateau à un acteur, aujourd'hui, quand vous faites un film, on vous dit « Alors, M. Abkarian, quand vous êtes préparé, vous avez fait un couturier, vous êtes allé vivre dans un atelier pendant 3 mois. » Non. Bon, j'ai appris à tenir une aiguille. Il se trouve que mon grand-père était tailleur, donc je sais tenir une aiguille et un dé à coudre. Je sais faire certains points de couture. Bon, il se trouve que j'ai eu cette chance-là. Mais je suis surtout passé par l'imaginaire. Dire, je joue à être un tailleur. J'ai un ami qui s'appelle Zinedine Soualem, qui n'a jamais touché une goutte d'alcool de sa vie, ni fumé quoi que ce soit. Et il s'est engueulé avec un mec parce qu'il voulait le faire jouer à un héroïnomane, il voulait qu'il essaye de fumer de l'héroïne. Je dis, attends, on en est là, quoi. Et le type, il dit non, mais ça se travaille, ça se joue, ça s'invente, ça se dessine, ça s'évoque. Quand vous regardez aujourd'hui le cinéma, souvent on dit d'après une histoire vraie. Putain. Et on ne pourrait pas nous raconter des histoires d'après une histoire imaginée. Ma grand-mère, elle m'a raconté que des histoires pas vraies. Et j'en suis pas débile, hein. Au contraire. Et à force de dire, c'est parce que tout est lié au mercantile et à l'argent et au profit. Or, faire du théâtre et faire du cinéma, c'est autre chose que de faire des voitures. Et j'ai un grand respect pour les gens qui dessinent et fabriquent les voitures. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, ça fait appel à un autre endroit de l'humain, l'histoire et l'imaginaire. Moi, j'aime bien les situations, de marge. C'est-à-dire, être en situation d'ivresse vous fait dire des choses que vous ne diriez pas si vous étiez en situation, entre guillemets, normale, on va dire, à jeun. La situation de la folie, le fou peut dire ce qu'il veut, à qui il veut et comme il le veut, jusqu'à se faire taper. Dans Shakespeare, on a plein des fous comme ça. Il y en a dans Timon d'Athènes, il y en a dans Troilus et Cressida, et autres et autres. Et les revenants, et les fantômes. C'est des gens qui peuvent venir et regarder le monde de leur point de vue, et être en marge de ce monde, en périphérie du monde, et le raconter et de le dire. Et pour moi, c'est important de faire ça au théâtre, parce que c'est aussi moi qui me mets en marge. C'est ma parole, c'est aussi ma vision du monde à ce moment-là. Quand je parle de l'homme politique, de la queue du lézard de l'homme politique, j'ai pas attendu Fillon pour que je le dise, parce que c'est une pratique. Quand je disais quelque chose qui a été rompu aujourd'hui dans le monde de la politique, on y est, quoi. C'est pas Fillon, ça aurait été un autre. J'ai rien contre ce garçon. Manifestement, il a tout contre lui-même. Donc bon, je vais pas non plus appuyer sur sa tête. Mais c'est important pour moi de presque en amont dire ça. C'est-à-dire que d'arriver à... Quand on observe bien le monde, si vous écoutez bien un moteur et que vous êtes un très bon mécanicien, vous savez tout de suite que le joint de culasse, il est mort, il va péter, quoi. Et quand vous regardez un petit peu, et c'est pas être une pitié, hein, c'est pas être un oracle, hein, c'est juste avoir le sens de l'observation et dire
ça va péter. Et je suis sûr qu'entre nous, il y en a plusieurs qui, ça fait des années qu'on est là et qu'on se dit, ça va péter. Alors comment ça va péter, on ne sait pas. Mais c'est déjà, voilà, c'est le pot d'échappement, il est par terre, le moteur, la porte est tombée, il n'y a plus de pare-brise, il n'y a plus de machin. Et le mec, il dit, je vais aller jusqu'au bout. Arrête-toi, change de voiture. Parce que, voilà, et c'est ça qui m'intéresse dans l'histoire de ces personnages-là, c'est de dire, d'avoir un œil, de dire, tu vas tomber, vous allez tomber. Vous essayez de vous relever, mais vous êtes mort. C'est compliqué parce que si vous voulez parler de comment je raconte quand je rencontre, parfois c'est compliqué parce que nous, le monde dans lequel on vit, on est dit tu dois aller vite et tu dois être efficace tout de suite. Or, le conte, c'est antinomique avec la création artistique. Tu dois être lent et tu dois te tromper, faire des études. Tout le monde dit Guernica, Guernica. Moi j'étais voir, le mec il a fait des études, il a pas fait. Il a fait des crobards, il a fait des recherches. Puis à un moment donné, c'est devenu ce que c'est devenu. Et aujourd'hui, on nous dit de plus en plus, tu dois trouver tout de suite. Donc les jeunes acteurs arrivent, ils sont déjà pliés à l'intérieur, ils ont des plis, ils arrivent sur scène, et tout de suite ils produisent un truc. Tu dis ouais, mais à quelle heure tu vis quoi? C'est pas vivant, c'est pas respirant, c'est trop propre, ça bave pas. Moi j'aime bien quand ça bave. Avant même qu'on ait cherché quelque chose, boum, c'est carré, c'est fait. Tu te dis, oh, putain, je me fais chier, quoi. Mais c'est les gamins, on leur apprend ça, on leur dit, va vite, trouve la solution. Mais le théâtre, l'art, c'est pas une équation. C'est pas une équation. C'est autre chose. C'est de la perdition. C'est de la chute. C'est de la grâce, c'est du déséquilibre. Et l'équilibre, c'est pas gracieux, c'est le déséquilibre. C'est le moment du déséquilibre qui est la grâce, là où est la grâce. C'est pas... Je pense que le théâtre est un art de réparation, d'éducation et d'humanité et d'amour. Bien avant que la psychologie pointe son nez en Europe occidentale dans le siècle que vous savez. Bien avant. Donc moi je pense qu'on peut et j'aime beaucoup, je respecte beaucoup la psychologie, la psychanalyse. Nous ça passe par la table, par les embrassades, par la danse, par le chant et par le théâtre. C'est de cette culture-là que je viens et quand vous allez au Moyen-Orient, les psychanalystes et des psychiatres, il n'y en a pas beaucoup des psychologues. Pas parce qu'ils ne sont pas aimés, parce que nous là-bas on passe par autre chose. Par exemple, chez moi, ma mère et ma grand-mère interprètent les rêves. Ici, je dis à quelqu'un, parce que je dis à quelqu'un, ne raconte pas tes rêves à n'importe qui. Raconte tes rêves à quelqu'un n'importe qui. Il me dit, à qui tu les racontes? Je dis à ma mère. Elle fait, oh, à l'autre, tu racontes tes rêves à ta mère. Je dis, ouais, parce que c'est elle qui les interprète. Parce qu'il n'y a que elle qui sait le faire dans ma famille. Avant, c'était ma grand-mère. Et l'interprétation des rêves existe bien avant que Jung et Freud se mangent de nez quant à l'interprétation des rêves. Bien avant, il existe des livres écrits en arménien, en turc, mais en arménien, mais avec des lettres turques, etc., qui sont des bouquins, des pavés comme ça, qui disent qu'est-ce que c'est la fourrure, la couleur noire, la blessure, le sang, l'eau sale, l'eau propre, le soleil, la feuille qui tombe, ça raconte tout. Et comme parfois on pense inventer quelque chose qui existait déjà, on se dit, tiens, on a inventé quelque chose et les autres ne l'ont pas. Les autres l'ont, mais sauf qu'on le nie, parce qu'on n'est pas trop curieux de l'autre. Mais peu importe par quoi on passe, par la psychologie, par dire amour ou pas, l'important c'est de guérir du mal dont on est atteint. Merci beaucoup. Continuez. Je vais essayer. Bonjour. Bonjour. J'ai vu votre pièce mardi, j'ai adoré. Ah, bah merci.